Bonjour à tous, il est 9h02, on démarre. C'est le premier Up Café de la saison. Je suis ravie de l'initier quand littéraire rime avec solidaire. On va revenir sur le mot littéraire d'ailleurs tout à l'heure avec Thomas. Bonjour à tous, je m'appelle Macha Bino, je suis la rédactrice en chef des médias du Mouvement Up. Le Mouvement Up, c'est un cross-média, c'est un média digital, c'est un média print, événementiel, web radio et podcast qui a une seule valeur cardinale, qui est d'apporter ce qu'on appelle l'information de solution. L'information de solution, c'est de montrer que tous les jours, il y a des personnes qu'on appelle des acteurs du changement qui, à leur manière, ont décidé de changer le monde, en tout cas d'apporter des innovations sociales et environnementales pour un mieux vivre ensemble et avec la planète. Mon job à moi, c'est d'essayer de les présenter au mieux. Et autour de ma table aujourd'hui, 4 personnes qui, justement, travaillent sur ces enjeux d'innovation sociale et environnementale. On va parler plus particulièrement aujourd'hui de tous les acteurs en fait, de la production d'édition et de la production de la lecture au sens large, que ce soit du projet jusqu'à la maison d'édition et encore sur le réseau pour faire circuler les livres un peu partout dans le monde. Mais avant tout, je voudrais présenter Mathilde. Tu viens avec moi créer un peu d'égalité homme-femme dans ce plateau qui est effectivement très masculin. Mathilde, tu travailles pour KissKissBankBank et plus particulièrement pour la maison KissKissBankBank. Vous êtes nos partenaires depuis l'hiver dernier, avec une particularité, c'est que normalement, on est censé être en physique et tous ensemble. Bon, ce n'est pas le cas, on s'adapte, la Covid oblige. Je vais t'essayer un peu présenter ce que c'est que KissKissBankBank et la maison KissKissBankBank. Bonjour à tous, merci Macha. Moi, je suis responsable des projets événementiels de la maison de crowdfunding de KissKissBankBank, qui est une plateforme de crowdfunding. Donc, la maison de crowdfunding, c'est un lieu d'événementiel qui est un lieu d'échange, de rencontre, de débat, qui a été imaginé pour libérer la créativité de chacun. Le but, c'est de créer du lien avec les projets qui se financent en ligne et donc leur permettre de développer leur communauté physiquement et de vivre une autre expérience que l'expérience digitale. Donc, on met gratuitement celui à disposition pour tous les porteurs de projets qui se lancent sur notre plateforme. Et tous les mois, on a une thématique différente pour faire vivre cette maison. Ce mois-ci, c'était le design, puisqu'on est partenaire de la Paris Design Week. Et donc, nous sommes partenaires des Up Café, qu'on accueille d'habitude à la maison de crowdfunding. C'est quand même plus sympa. Mais bon, on s'adapte. Et donc, les Up Café sont des rendez-vous trimestriels que l'on accueille autour de sujets pour vous proposer des solutions concrètes pour changer le monde, comme disait Macha, ou du moins aller vers une démarche un peu plus responsable. Est-ce que tu peux juste nous rappeler l'adresse de la maison Oui, KissKissBankBank? bien sûr. Donc, c'est au 34 rue de Paradis, dans le 10e arrondissement, près de Château d'Eau, Gare de l'Est, Poissonnière. Et pour ceux qui nous regardent et qui ne sont pas de Paris, vous l'aurez compris, c'est bel et bien à Paris. Est-ce que pendant le confinement, enfin pendant cette situation un peu compliquée, est-ce que la maison reste ouverte ou est-ce qu'il y a d'autres activités qui sont peut-être plus digitales? La maison a fermé évidemment pendant le confinement. Elle a réouvert début juillet. Et donc là, en ce moment, on a continué quelques événements. On a le droit de faire des formations au crowdfunding qu'on appelle des Kiss Kiss Dating. C'est en général 1 heure et demie où des personnes tout public peuvent venir pour comprendre ce que c'est que le crowdfunding, comment on se lance. Et donc tout ça, c'est animé par un de nos coachs ici qui travaille chez KissKissBankBank. Et puis là, on va essayer d'organiser un peu d'autres événements en plus petits groupes, plutôt en format conférence, assis. Voilà, des choses qui nous évitent d'enlever le masque, malheureusement, pour prendre un cocktail ou autre. Mais bon. Merci Mathilde. Si je poursuis, et justement, une des initiatives et appel à crowdfunding est portée par Frédéric Blanc. Bonjour Frédéric. Bonjour. On va présenter un peu le projet. Vous faites partie de ces projets qui justement appellent à crowdfunding autour d'un objet de production littéraire et artistique. Est-ce que vous pouvez nous le présenter un peu? Tout à fait. Bien, le premier jour du confinement pour créer du lien, un peu ce que vous disiez tout à l'heure, et qu'on puisse se retrouver d'une certaine manière, j'ai eu l'idée de faire des affiches que j'ai appelées les affiches ton regard, qui étaient des affiches typographiques. Et tous les jours, je postais ça sur les réseaux sociaux. Et j'ai fait ça tous les jours du confinement, ce qui m'a permis d'avoir du lien, d'avoir des gens qui m'ont même remercié, d'avoir pu garder contact avec eux.
Et à la fin du confinement, j'ai été faire des photos. Je suis graphiste, je suis photographe. Donc, j'ai été faire des photos dans la rue, dans le Paris vide, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur du métro. Et après cette deuxième expérience, j'ai voulu continuer à garder contact avec ce réseau qui se développait petit à petit, avec qui j'avais des dialogues, des Français en Chine ou ailleurs, et pas simplement au coin de notre rue. Et j'ai décidé de faire une deuxième série d'affiches, cette fois qui étaient des affiches pour remercier les gens qui nous ont aidés tout au long de ce confinement, et pas simplement les gens des hôpitaux qu'on applaudissait, mais j'étais beaucoup plus loin puisque j'ai été remercier tous les gens de la chaîne alimentaire, toutes les personnes du transport. Donc j'ai réalisé 58 portraits que j'ai fait aussi en affiches, que j'ai appelé cette fois les affiches ton merci. Et pendant le confinement, c'est quelque chose qui est assez important pour moi. Je voulais aider un petit peu plus que simplement faire ma petite affiche. J'ai essayé de trouver une logique pour essayer de vendre mes affiches pour une cause. Je ne savais pas vraiment laquelle. Ça n'a pas marché, c'était trop compliqué. Au moment du confinement, on était tous inquiets, on était chez nous, tout le monde n'était pas joignable. Et arrivé à cette phase d'affiche, je me suis dit, et si je faisais un livre, ça me permettrait peut-être justement d'apporter cette aide. Et c'est là où KissKissBankBank rentre en jeu, c'est ça? Pas tout de suite, ça va arriver, ça va arriver. J'ai eu encore une phase où j'ai voulu apporter de l'espoir à mon projet, puisque après avoir remercié le boulanger, la caissière du supermarché, le fromager, le taxi, le conducteur de bus ou 58 personnes, ou l'infirmier, le médecin et d'autres, j'ai décidé d'aller faire des photos du Paris qui reprend vie. Et là, j'ai été dans les entreprises. J'étais dans une entreprise, c'était le deuxième jour de la réouverture, avec les gestes barrières, les masques. J'ai été dans une école, j'ai été dans la rue, au café de Flore, chez un coiffeur, à la librairie Artazar. Jusqu'au 21 juin, on avait un petit peu moins de masques ce jour-là pendant la fête de la musique. Et j'ai terminé aussi avec la réouverture du Louvre. Donc un peu une ouverture comme ça en disant, bah voilà, on redémarre vers de nouvelles choses. Et à côté de cela, je voulais toujours donner à quelqu'un, et j'ai contacté un copain qui est chef de service de l'hôpital Saint-Joseph à Paris, et je lui ai demandé s'il avait un projet, s'il avait une cause à laquelle j'aurais pu participer pour aider. Et il m'a raconté qu'il faisait des recherches sur la douleur, sur la gestion de la douleur. Donc j'ai mis en place une logique, ou alors là on arrive sur KissKissBankBank, puisque j'ai repris tout à fait la logique des contreparties de KissKissBankBank en disant, voilà, si les gens participent à mon projet, il y aura un pourcentage qui sera donné à l'hôpital, mais plus les gens vont acheter de contrepartie, puisque c'est comme ça que ça s'appelle chez KissKissBankBank. Pour moi, l'idée, c'est de dire, vous achetez une petite œuvre ou une grosse œuvre, ou plusieurs, bah, plus vous en achetez, et plus le pourcentage sera important pour l'hôpital. Ainsi, quelqu'un qui achète juste le livre, c'est 5%. La personne qui va acheter le beau livre, parce qu'il y en a un autre dans une boîte, avec un grand tirage photo et avec une grande affiche, ça va jusqu'à 27-28% de dons. Donc Et ça s'appelle le Paris confiné. Tout à fait. Et le Paris avec, pour le coup, un jeu de mots, parce que Paris, c'est P-A-R-I-S entre parenthèses. Voilà, exactement. Donc sur le livre, le S est un peu petit, et là, je le mets entre parenthèses pour expliquer qu'effectivement, c'était un pari d'imaginer qu'est-ce qu'une fois qu'on sera déconfiné, ça se passera bien. On voit que c'est toujours un pari. Ça, on est toujours à Paris. Effectivement. Merci Frédéric. Quand on décide de se lancer comme ça et d'avoir un message qui est à la fois aussi bien solidaire dans le contenu, mais aussi solidaire dans la chaîne de fabrication du livre, qu'est-ce que vous souhaitez apporter, vous, en tant que créateur, en fait, de cet objet-là? Qu'est-ce que je souhaite apporter? Ouais. De l'argent à l'hôpital, c'est devenu un peu obsessionnel, mais qu'est-ce que je souhaite apporter? Non, je sais pas. C'est votre définition à vous et c'est votre contribution à vous de la solidarité? De quoi? D'aider? Ouais.
Ben, je sais pas, moi j'ai la Marie-Ragon. sensation qu'au moment où on applaudissait tous les soirs, c'était bien, mais le jour où on était déconfiné, on a arrêté d'applaudir. Donc Mm, si on pouvait encore donner un petit peu, c'est pas mal, quoi. mm, Voilà, et je sais que les gens m'ont remercié quand je faisais des affiches. Il y a pas mal de gens encore, il y a 3 4 jours, j'ai un copain qui m'a dit bah, moi j'attendais tes affiches tous les jours, quotidiennement. Lui, il avait en plus attrapé le Covid. Donc il m'a dit pendant 3 semaines, un mois, j'étais très très mal. Mais le rendez-vous avec tes affiches, bah, mm, quelque part, ça l'a aidé. Donc moi, mm. j'ai eu quelques remerciements comme ça. Bah, si je peux faire un petit peu plus, voilà. Merci Frédéric. Je vais Thomas prendre la suite. Thomas, vous êtes cofondateur des éditions La Rue de l'Échiquier. La Rue de l'Échiquier, je vais vous laisser présenter la maison d'édition et tout l'engagement qu'a la maison d'édition justement sur ces thématiques d'innovation sociale et environnementale. Oui, merci. Bonjour à tous Alors, et à toutes. ça y est, C'est bon? j'ai le son. Ouais, merci. D'accord. Donc effectivement, Rue de l'Échiquier est une maison d'édition indépendante qui a 11 ans, qui s'est depuis l'origine beaucoup spécialisée sur la question de l'écologie qu'on aborde au sens large du terme, c'est-à-dire aussi pour ses impacts sociaux et sociétaux, donc au-delà évidemment de la question fondatrice du rapport de l'homme à son environnement et au reste du vivant. On a publié par exemple des livres d'entretien avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire, dont celui-ci que vous reconnaîtrez au mouvement UP, ou des livres fondateurs en écologie comme Biomimétisme de Janine Bénus, Permaculture de David Holmgren. Et effectivement, depuis quelques années, fort aussi de la prise de conscience générale des enjeux liés à l'écologie, en particulier suite aux canicules à répétition en France, suite évidemment à la démission de Nicolas Hulot, qui a été un coup de projecteur assez extraordinaire et paradoxal sur la cause écologique, suite à la publication de tous les rapports du GIEC dont on a pu prendre connaissance. Il y a effectivement une appétence nouvelle pour ces sujets qui nous a conduit aussi à développer en dehors justement de ces essais des livres qui sont peut-être plus accessibles à un public moins amateur, de grands pavés de non-fiction. Et je reviens justement sur l'intitulé de cette table ronde. Quand littéraire rime avec solidaire, c'est vrai que le littéraire, le genre littéraire, ça n'est qu'une partie Exactement. importante, mais qu'une partie de la production éditoriale. Il faut intégrer dans cette production éditoriale les essais, mais aussi la bande dessinée, les ouvrages jeunesse, le pratique, etc. Donc, on a un spectre, nous, aujourd'hui, de production éditoriale qui, de fait, est assez large. On publie toujours des essais, mais aussi de la fiction. Par exemple, en cette rentrée littéraire, on a sorti un livre d'une autrice caribéenne qui s'appelle Rita Indiana, Les Tentacules, pour ce qui est du titre du livre, qui est un roman à la fois décolonial, écologique, queer, qui, je crois, a bien rencontré son époque d'une façon assez extraordinaire, où je montre également, hein, parce que c'est très concret l'édition, cette bande dessinée sur la permaculture, Permacomics, qui sort la semaine prochaine et qui est une initiation à la permaculture, mais aussi un récit de vie, puisqu'on accompagne un couple qui décide de se consacrer à ce sujet. Donc voilà, c'est juste pour situer concrètement un peu notre production. Comme Quand on on est est en 2008 et qu'on monte une maison d'édition, est-ce que vous aviez conscience que effectivement tous ces enjeux-là sur les thématiques d'innovation sociale et environnementale allaient être quelque chose qui allait effectivement exploser? Et est-ce que vous sentez à la fois du côté de vos auteurs, mais aussi du côté de votre lectorat, une curiosité sur ces sujets-là? Oui, alors en fait, en 2008, effectivement, quand on commence à travailler à nos premiers projets de livres, c'est la grande crise économique suite à la crise des subprimes de 2007. Et on voit bien qu'il y a de façon très partagée une interrogation sur l'économie, notre système néolibéral. Est-ce qu'il est toujours possible de développer une économie qui fait abstraction des hommes, des territoires,
des enjeux écologiques. Et c'est pour ça qu'on s'est d'abord effectivement consacré à l'économie sociale et solidaire. On a beaucoup publié sur ce sujet-là, sur l'entrepreneuriat social aussi. Et c'était intéressant de constater qu'effectivement, nos premiers livres sont sortis au moment d'une crise qui a, d'une certaine façon, joué un rôle de révélateur sur toutes ces questions. Comme aujourd'hui, la crise finalement de la Covid constitue pour moi une crise écologique qui aide paradoxalement à mettre en avant les sujets que l'on traite, nos auteurs, leur travail. On publie par exemple, là on a publié au printemps un livre qui vient de recevoir le prix du livre environnement 2020, Comment l'écologie réinvente la politique de Jean Hedgens. On voit bien que tout ça résonne incroyablement à notre époque. Voilà, alors après, effectivement, la solidarité, pour revenir au thème de cette table ronde au quotidien, comment elle s'exprime chez Rue de l'Échiquier, par des choix qui sont aussi des choix sociaux. On est sur une échelle de salaire, on est 4 salariés, on est sur une échelle de salaire qui va de 1 à 2. La personne qui est la mieux rémunérée chez nous à l'heure, c'est notre femme de ménage et on en tire une certaine fierté. Et puis voilà, en fait, après, je pense qu'effectivement, c'est une réflexion aussi sur l'écologie, dans ce qu'elle peut avoir de symbolique. Bien sûr, le livre, c'est un outil particulier, c'est un produit qui n'est pas comme les autres, qui transmet des valeurs, qui véhicule des sensations, des idées, des émotions aussi. Et c'est pour ça qu'on a eu envie, en parallèle à des essais, par exemple, de publier des romans qui viennent nous interpeller. Moi, j'ai vécu des grands chocs à la lecture d'un René Barjavel ou d'un Cormac McCarthy. Et effectivement, j'avais envie aussi de donner la possibilité à d'autres lecteurs d'accéder à cette émotion-là, parce que pour justement se sensibiliser à ces questions écologiques, la fiction a aussi son rôle. Voilà, donc je pense que la question de l'écologie, on la traite par exemple avec aussi la création d'une association, l'association pour l'écologie du livre, à plusieurs, pour essayer de réfléchir à la manière d'intégrer un système qui est quand même une économie de l'offre. Hein. Nous, on veut que nos livres soient présents partout au moment où ils sortent, et en même temps, qu'est-ce que ça signifie en termes d'empreinte environnementale? Qu'est-ce qu'on peut faire pour la réduire? Est-ce qu'il y a des choix de papier, des choix de lieux d'impression qui peuvent être faits? Est-ce qu'il y a aussi, et je crée le lien avec Bibliothèques sans frontières, une façon Exactement. de rendre la lecture possible pour le plus grand nombre, en faisant des choix de politique de prix, en favorisant les liens avec les bibliothèques, en assurant aussi que ce qu'on appelle les défraîchis, c'est-à-dire les livres qui, après un séjour en librairie, reviennent chez notre distributeur et qui, pour la plupart, sont promis au pilon, est une deuxième vie via le réemploi, via justement le don à des associations, à des centres d'hébergement pour personnes en difficulté. Bref, c'est toute une réflexion qu'on essaye de mener avec cette association pour l'écologie du livre. Voilà, je suis peut-être un peu long. Parce que, est-ce que non, je vous aurais coupé, Thomas, si vous avez été un peu trop long. Et ce qui Merci. est intéressant, c'est votre réflexion que vous avez à la fois sur le fond et sur la forme. J'entends sur le fond, c'est-à-dire dans les choix de livres que vous publiez, mais aussi sur toute cette chaîne de production qui s'engage de plus en plus justement sur cette réflexion sociale et environnementale. La dernière personne que je souhaiterais présenter, c'est Jérémy. Bonjour Jérémy. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez fondé Bibliothèques sans frontières en 2007, aux côtés d'un historien qui s'appelle Patrick Veil. Je vais vous laisser expliquer quelle est la genèse de cette ONG et surtout qu'est-ce que vous souhaitez amener comme changement, notamment pour les plus démunis. Merci d'abord de votre invitation, et c'est assez naturellement que je me retrouve au bout de la filière du livre qui a été, qui a été reconstruite sur ce plateau virtuel, donc c'est assez chouette. Bibliothèques sans frontières, c'est donc une ONG, hein, vous l'avez dit, qu'on a créée il y a maintenant 13 ans, autour de cette idée qu'aujourd'hui, finalement, la question de l'accès à la connaissance est peut-être plus que l'accessibilité. J'y reviendrai peut-être, parce que ce n'est pas simplement avoir des bibliothèques qui est important, mais c'est aussi pouvoir passer les portes de cette bibliothèque, parce qu'il y a plein d'obstacles, hein, symboliques, physiques évidemment, mais souvent sociaux, qui empêchent parfois d'accéder à ce savoir. Et ces questions d'accès, d'accessibilité à la connaissance sont aujourd'hui, à mon sens, les clés de la plupart des inégalités
réalité sociale qu'on retrouve à travers le monde. Et à Bibliothèques sans frontières, en fait, on a cette conviction que finalement, ce joli mot français d'empowerment qu'on traduit par en capacitation, en puissancement, enfin tous ces horribles mots, mais cette idée que finalement cette question de la capacité d'agir est au centre en fait des enjeux qui président à nos sociétés aujourd'hui, en particulier pour les populations qui sont dans des situations de vulnérabilité. En réalité, l'approche des Bibliothèques sans frontières, c'est celle-ci, hein, c'est de se dire que finalement, aujourd'hui, quelle que soit notre origine sociale, là où on vit, là où on est tous potentiellement vulnérables par rapport à ces problématiques d'accès à l'information, à la connaissance, au savoir. C'est-à-dire que, effectivement, on pense aux réfugiés auprès de qui on travaille, nous, énormément partout dans le monde. On imagine bien que pour un réfugié, l'accès à l'information, à la connaissance de façon plus large est absolument vital à un moment T. Pour autant, ce réfugié, quand il était en Syrie, il était peut-être architecte, il était peut-être enseignant, il était peut-être médecin, il était peut-être voilà, dans des situations sociales qui ne laissaient pas présager la vulnérabilité. Et de la même façon, au moment du confinement, on s'est retrouvé à faire des lives Facebook tous les jours pour les parents sur des questions quasiment de coaching éducatif pour les enfants, les choses comme ça, sur qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour s'occuper des enfants, quelles idées on peut avoir pour les accompagner dans leur développement, etc. Ça, on pouvait se dire, finalement, les gens qu'on a touchés, c'est pas les plus vulnérables, hein, parce qu'à côté de ça, on faisait des programmes de tutorat pour les enfants réfugiés. Eux, effectivement, ces enfants n'avaient accès à rien. Les parents qui, eux, avaient la capacité de regarder des flux Facebook qui étaient forcément, j'allais dire, déjà connectés à Internet avec cette information, etc. Néanmoins, ils se retrouvaient dans cette situation de vulnérabilité à ce moment-là sur, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui avec mes enfants. Donc, c'est toutes ces questions-là qu'on adresse avec Bibliothèques sans frontières, et finalement, le livre est une partie de la réponse. C'est pas la seule, hein, parce qu'aujourd'hui, vous voyez bien, le numérique a pris une place forte, et à BSF, plus que la question simplement de la littérature, on couvre les questions de connaissances au sens large, d'accès à l'information, etc. Néanmoins, la littérature est importante, et le livre est important, et c'est quelque chose qui est à l'origine de Bibliothèques sans frontières. Et en fait, quand on a créé BSF avec cette idée que le don de livres, la manière, et je rebondis sur ce que disait Thomas parce que c'est extrêmement important, l'action aujourd'hui des éditeurs pour donner des livres, pour les faire circuler, les faire redistribuer, et notamment ce que peuvent aussi faire tous les gens à titre personnel en disant oui, on a trop de livres dans nos bibliothèques, comment on peut les redistribuer, etc. À Bibliothèques sans frontières, on a voulu réinventer le don de livres parce qu'au départ, en fait, quand on a créé BSF, il y avait des traditions finalement de dons où on allait déverser nos surplus en Afrique, un petit peu comme les blés pourris, vous savez, qu'on envoie, enfin qui pourrissent malheureusement, et qui viennent complètement déstructurer les filières économiques locales. Et c'est la même chose avec le livre, en fait. Quand on envoie des livres massivement en Afrique, finalement, le premier impact que vous avez, c'est de venir concurrencer les éditeurs locaux, les filières du livre local. Et donc, c'est tout ça qu'on essaye d'éviter. Quand on a créé Bibliothèques sans frontières, on a construit ce qu'on appelait une politique du don intelligent. Alors, je ne sais pas si elle est vraiment intelligente, mais en tout cas, elle était essayée d'être un petit peu différente en disant quelques principes. À chaque fois qu'on donne un livre, par exemple, on en achète aussi un aux éditeurs locaux. C'est-à-dire qu'on essaye à chaque fois de construire cette idée que les éditeurs locaux n'ont pas forcément, les libraires, hein, si on veut respecter toute la chaîne, n'ont pas forcément l'offre globale, si vous voulez, qu'une université, par exemple, au Gabon, dont elle pourrait avoir besoin. Donc, on peut imaginer de faire des dons pour compléter une offre de lecture. Mais l'idée essentielle, c'est aussi de pouvoir favoriser la lecture, l'écriture, l'édition, la librairie au niveau local et toute cette filière libre. Donc, c'est cet esprit aussi qu'on essaie de défendre à Bibliothèques sans frontières. Et du coup, je me permets de vous poser cette question, Jérémy, mais aussi à Thomas. Comment est-ce qu'on fait que les gens puissent pousser une porte ou aillent vers un livre pour justement accéder à la connaissance? Au Mouvement Up, on a l'habitude de dire qu'on éduque les enfants et qu'on informe les adultes. Ça reste quand même une mécanique personnelle et individuelle de curiosité, d'intérêt sur des sujets et surtout de crainte de ne pas être en capacité de comprendre les choses. Comment est-ce qu'on fait, vous, Jérémy, pour le coup, sur certaines populations
qui sont effectivement dans des enjeux vraiment quasiment vital, ou voire même vital. Et vous, Thomas, comment est-ce qu'on fait pour amener les gens à prendre un livre pour s'intéresser à un sujet et peut-être mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent? Vous l'avez posé différemment la question, mais pour la première question sur comment on fait pour pousser les gens à pousser les portes des bibliothèques, en fait, la réponse qu'on a à Bibliothèques sans frontières, c'est pas la seule qui existe, mais je pense qu'on a une partie d'un bout de réponse qui est que simplement on enlève les portes. C'est-à-dire qu'en fait, on va vers les gens. Et à Bibliothèques sans frontières, on déploie des outils, en tout cas, on accompagne des acteurs sur des territoires pour déployer des outils, parce qu'on travaille toujours à travers des acteurs sur le territoire, et ça, c'est extrêmement important. C'est pas BSF qui vient créer des bibliothèques en Afrique pour les gentils africains, c'est pas du tout ça le principe. Et de la même façon, quand on travaille en France dans les quartiers populaires, on travaille toujours avec des associations ou des bibliothèques municipales. L'idée, c'est qu'on leur apporte des outils et des méthodologies pour sortir de leur mur. Alors, on pense au bon vieux bibliobus, mais le bibliobus, il allait effectivement voir les gens, mais on ne pouvait pas monter dedans, on pouvait monter dedans, chercher un livre, mais on ne pouvait pas rester, faire du lien, etc. Les outils qu'on essaie de déployer, c'est vraiment d'abord des espaces sécurisés, parce que c'est ça d'abord une bibliothèque, c'est un endroit où on va se sentir bien, en sécurité, et on va essayer de déployer ces espaces dans les quartiers, dans les lieux qui sont familiers des gens. Donc, ça peut être dans un gymnase, dans un jardin. Là, on va expérimenter des bibliothèques dans les cages d'escalier d'immeubles HLM. Donc, vous voyez, c'est comment vraiment on va au plus près pour déjà casser cette barrière symbolique de se dire un peu cette culture qui vient d'en haut, qui est la culture de l'État, etc., qui a quand même une forme de violence symbolique, mine de rien. Donc, il faut aussi réussir à déconstruire ça, même si elle est importante. Moi, je ne la remettrai jamais en question, mais en tout cas, je me permets de la repenser, de se dire comment en fait on fait pour mettre ça dans les mains des gens, qu'ils se l'approprient. Et une fois qu'ils se l'approprient, en réalité, il y a une appétence pour s'éduquer, pour s'informer, pour bouquiner aussi. La réalité, c'est que une fois que quand on met ces Ideas Box, qui sont ces médiathèques en kit qu'on a créées avec le designer Philippe Stark, quand on met ça dans un camp de réfugiés, il y a des tablettes, il y a des connexions Internet, il y a des ordinateurs, il y a des caméras vidéo, il y a des livres papier. La première chose que vont chercher les gens, c'est les livres. Alors qu'il y a des tablettes à côté. Donc, je veux dire, il y a quand même toujours cette attirance et cette sorte de fascination pour l'objet livre qui existe. Et ça, c'est assez formidable. Thomas, pour compléter le propos de Jérémy, quand on est éditeur. Déjà, je trouve passionnant ce que dit Jérémy et ça me donne vraiment très envie de continuer la discussion ensuite. Peut-être au sein de notre association, je pense qu'il y a vraiment matière à mieux connaître d'ailleurs chacun les différents maillons de cette chaîne ou les différents peut-être acteurs constitutifs de ce circuit du livre. Et c'est l'intérêt justement du travail en interprofessionnel que l'on mène au sein de cette association. Moi, au niveau de mon métier d'éditeur, effectivement, favoriser l'accessibilité du livre au plus grand nombre, c'est développer justement des domaines qui nous permettent d'être peut-être plus proches à la fois de certaines tranches d'âge. Je pense aux efforts qu'on mène au sein de notre domaine jeunesse avec Laurence Carion, qui est l'éditrice en charge, avec des livres comme celui-ci sur la question des inégalités sociales. Donc des courts albums qui effectivement viennent sensibilité des enfants dès 6 ou 7 ans au fait que notre monde n'est peut-être pas aussi reluisant que l'on aimerait qu'il soit, ou des femmes et des hommes sur la question des égalités femmes-hommes. Donc effectivement, donner à lire effectivement aux plus jeunes, donner à lire à ceux qui ont plus envie finalement d'activer leur hémisphère droit quand ils sont en lecture que leur hémisphère gauche, parce que expliquer, comme on le fait à longueur d'essai, la complexité de notre monde, les enjeux écologiques que j'ai déjà évoqués, évidemment, c'est important, ça peut satisfaire une partie de notre lectorat ou une partie de notre lectorat à certains moments, mais on a tous besoin justement, je crois, de compléter cette production-là, cette lecture-là, de lectures qui vont nous faire ressentir des émotions, nous
nous donner envie, effectivement, de raconter des histoires, etc. Voilà. Mais je pense qu'effectivement, chacun à notre niveau, moi, ça, c'est mon travail. Finalement, mon travail d'éditeur, c'est d'accompagner des auteurs pour faire émerger des récits, pour faire émerger des pensées, pour tenter de les rendre les plus claires possibles, les plus fortes, les plus intrigantes possibles. Mais je vois bien que du côté des auteurs, pour citer Frédéric, ou des bibliothécaires, mais aussi des libraires, des diffuseurs-distributeurs, des lecteurs au final, des médiateurs multiples qui existent dans ce circuit. On a tous notre part à prendre, et j'aime bien l'idée d'enlever les portes. Je trouve qu'effectivement, c'est quand même la meilleure façon de permettre à quelqu'un de rentrer que de l'enlever. Merci Thomas. Frédéric, j'ai une question. Comment est-ce que vous, naturellement, vous vous êtes dit, je vais prendre comme objet le livre et pas quelque chose de plus digital, de plus… Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous avez eu besoin de revenir au papier dans votre… Je reviens pas au Paris papier, confiné. moi je suis au papier. Donc, j'ai fait Penningen il y a 20 ans, on travaillait que sur du papier à l'époque. C'est plutôt le digital qui est venu peut-être prendre un peu de place sur le papier, mais moi le papier j'adore ça, j'adore l'odeur du papier, j'adore être chez un imprimeur. Des livres, j'en suis pas à mon premier, j'ai fait un livre il y a une quinzaine d'années sur Avoria, sur la montagne, téléphérique pour l'enfance, j'ai fait un livre sur le jazz et si le jazz est la vie. Donc, même si j'ai fait des films à côté sur le jazz en numérique, j'ai toujours cette idée de papier. Tout à l'heure, vous parliez d'impression, de qualité d'impression. Tout ça, moi, ça me fait vibrer. C'est des réflexions Donc, que ça vous me avez paraît une depuis longtemps. évidence que l'objet livre est quelque chose qui est d'abord qui est tactile, qui vit, on peut écrire dessus, on tourne les pages, on a des manières de rentrer dedans qui sont différentes. C'est vrai quand je travaille sur ce livre-là, puisque c'est le dernier qui est en train de vivre, il va partir dans une dizaine de jours à l'impression, j'ai un vrai plaisir de savoir comment je vais rythmer l'histoire. Tout à l'heure, j'entendais parler de raconter une histoire, c'est essentiel, mais que ce soit avec des photos, du dessin, de la poésie, du graphisme, de l'affiche dans celui-là, il y a 1000 manières de pouvoir rentrer dans un livre. Donc, pour moi, oui, c'est essentiel. Frédéric, juste pour clôturer, je vais faire un tour de table des actualités de tout le monde. Donc, fin du crowdfunding, quand? Comment est-ce qu'on peut vous Alors, aider? le 7 octobre, le crowdfunding, normalement, se termine. Alors, je sais que de temps en temps, on peut le rallonger un petit peu. Je ne sais pas, en tout cas, si ce sera avec moi possible ou pas. Je Nous, lance on comme fera ça. le relais de toute manière de ce projet-là, le Paris confiné, sur la page du Mouvement Up pour bien évidemment soutenir. C'est très gentil. Ensuite, il y a 4 semaines d'impression. Ensuite, une semaine de fabrication de la boîte sur mesure pour le beau livre, avec un petit tirage photo qui est glissé à l'intérieur, numéroté et signé. Voilà. Donc, dans cette Merci semaine, Fred. quelque chose comme ça. Ok, ça sera potentiellement un très beau cadeau de Noël aussi. Donc, voilà, profitez-en bien. Qui s'y mettent maintenant. Thomas, des actualités, des rendez-vous que l'on peut avoir avec vous et la maison d'édition. Oui, alors je vous invite à vous inscrire à notre newsletter qui est mensuelle, donc sur notre site rudeléchiquier.net pour être tenu au courant de notre actualité, de nos parutions. Peut-être juste signaler qu'effectivement, cette rentrée, après la période de confinement qui a fait perdre à l'ensemble du secteur du livre 95% de son chiffre d'affaires pendant 2 mois et demi, et quand même bénéficie d'une reprise assez forte, je vous invite à aller chez votre libraire indépendant. J'insiste sur le mot, éviter les achats en ligne auprès de certains GAFAM. Que l'on ne citera pas ici. Il faut effectivement lutter contre Amazon, pour le citer, et son dumping social et fiscal. Donc, bien sûr, allez chez votre libraire indépendant qui, lui, bénéficie d'une reprise effectivement intéressante, un 15-20% de chiffre d'affaires supérieur à 2019. On s'en réjouit pour l'ensemble du secteur parce que ça veut dire aussi que le livre continue d'avoir cette force d'attraction. Alors, dans un paysage culturel qui est sans doute un peu désolé, c'est difficile d'aller au théâtre. Certains sont réticents à l'idée d'aller au cinéma. Donc, sans doute que le livre est une valeur refuge actuellement. Juste peut-être pour finir sur notre actualité, on a 4 essais actuellement dans les bacs. Alors, avec des titres qui peuvent évidemment ne pas
ne pas, on va dire, inspirer beaucoup d'optimisme, l'effondrement de l'Empire humain, un livre d'entretien sur la question de l'effondrement systémique de notre civilisation. Recyclage, le grand enfumage de Flore Berlingen, qui est un formidable livre sur l'idée que justement le recyclage qui est considéré ou présenté souvent comme ayant toutes les vertus est en fait une solution qui nous conduit tous finalement à continuer à consommer comme si de rien n'était. Voilà, donc c'est un de nos best-sellers du moment. Et 2 petits livres dans une collection qui s'appelle Les Incisives, de petits pamphlets de livres très engagés. Décarcéré de Sylvain L'Huissier, qui invite à vider les prisons. Et il démontre pourquoi c'est tout à fait idiot de continuer à mettre en prison 97% de la population carcérale. Et Sportwashing, qui est sur la façon dont le sport business en particulier a galvaudé les valeurs du sport de David Blog. Voilà. Je n'ai pas cité l'auteur de Décarcéré, c'est Sylvain L'Huissier, avec une pleine page sur lui aujourd'hui dans le quotidien La Croix. Merci beaucoup, Thomas. Jérémy, la parole, c'est quoi votre actu et en tout cas, comment est-ce qu'on peut contribuer, nous, tout un chacun, à Bibliothèques sans frontières? L'actu du moment, c'est qu'on a notre grande collecte annuelle de livres qui a lieu jusqu'au 8 octobre dans toutes les FNAC de France. Donc, on vous invite à amener vos livres dans les FNAC. Où que vous soyez en France, toutes les FNAC accueillent et acceptent vos dotations de livres. Donc, profitez-en. L'année dernière, je crois qu'on a collecté 300 000 livres. L'objectif, c'est d'en faire plus cette année. La collecte est plus longue parce que c'est 3 semaines. Ça a ouvert le 18 septembre et c'est jusqu'au 8 octobre. Donc, vous avez encore un petit peu de temps. Profitez-en. Bien sûr, les livres, c'est important pour nous, hein, vous l'avez compris, parce que ça nous permet de les redistribuer. Là, sur les 3 dernières années, un exemple d'un beau projet qu'on a monté avec ces bouquins qu'on nous donne, c'est d'équiper tous les hôtels sociaux du SAMU social. Alors, pas tous, parce qu'il y en a beaucoup, hein, mais vous savez, c'est ces hôtels qui sont reconvertis en centres d'hébergement d'urgence pour les familles qui arrivent en France. Donc, on a monté une 50aine de bibliothèques dans ces hôtels sociaux. Ça veut dire quand même un espace avec des bouquins qui met un peu de lien social au sein de ces endroits qui sont souvent sans beaucoup d'âme et qui sont plutôt des lieux d'accueil d'urgence. Ça, c'est l'actu chaude du moment. Après, j'en profite quand même parce que je suis sur les ondes pour appeler à la générosité de tous, parce que vous savez que la période, elle est difficile. Alors, elle est difficile pour tout le monde, c'est clair, mais particulièrement pour les associations qui sont un petit peu les grandes oubliées de toutes les mesures gouvernementales. Donc, c'est vrai pour Bibliothèques sans frontières comme plein d'autres. Donc, n'hésitez pas à faire marcher la générosité dans ces moments qui sont compliqués. Vous pouvez faire un don de livre, vous l'avez compris, donc jusqu'au 8 octobre, mais vous pouvez aussi faire des dons financiers sur notre site internet www.bibliosansfrontières.org. Merci beaucoup, Jérémy. Et j'en profite pour donner une actualité. Vous avez donné une interview pour le Mouvement Up, pour le prochain numéro de Mouvement Up, qui sort le 9 octobre, qui porte sur la solidarité. C'est notre dossier central. On est allé à la rencontre des bénévoles et des gens qui, dans leur activité professionnelle, ont décidé de s'engager pour la solidarité, voire même pour les solidarités, parce qu'on oublie cette diversité aussi, et être solidaire, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est… c'est un message, c'est un terme qui est très galvaudé actuellement, et notamment parce qu'il a été récupéré par des missions qui sont de l'ordre étatique, et on va montrer qu'il est important d'être solidaire, parce que ça fait même du bien à soi. Ça donne la banane généralement quand on le fait, et ça, on a tendance à l'oublier. Mathilde, une dernière actu pour la maison KissKissBankBank. Oui, alors pour la maison de crowdfunding, on lance un appel à projets en octobre jusqu'à fin novembre sur la création responsable, donc que ce soit les projets mode, design, cosmétique, artisanat. On va avoir pas mal d'événements autour de ça au mois d'octobre. Et sinon, sur notre plateforme, il y a une campagne en ce moment. Évidemment, il y a celle de Frédéric Blanc, à ne pas oublier. Mais il y a une campagne assez sympathique qui est portée par l'association Un bout du monde, qui propose d'initier une reconquête citoyenne de l'actionnariat des médias français et qui cherche à remettre au centre des médias les citoyens et les lecteurs et les journalistes. Leur objectif, c'est de constituer une alternative crédible et collective à proposer à des médias en difficulté capitalistique, et donc de construire une communauté engagée, réactive et capable de se mobiliser en temps de crise. Donc, et justement, Mathilde, 40 jours, il me semble.
Et justement, on en reparlera parce que c'est un sujet qui nous intéresse énormément au mouvement. Ah, très bien. Bon, bah, à rediscuter. Il Merci. reste 40 jours et ils ont démarré hier. Voilà. Ok, c'est noté. Merci à tous les 4 d'être venus. Merci d'être impliqués comme vous l'êtes dans les sujets, d'essayer alors à votre manière de changer les choses. Je vous dis à tous à très vite. Le podcast sera réécouté bien évidemment sur la radio du Mouvement Up et sur les sites Deezer, Spotify et tous les autres pour avoir toutes les informations, et on vous donnera toutes les informations sur chacun des projets sur la page du Mouvement Up. Merci à tous. Excellente journée. Ciao. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.